Alors, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Donc on a quelques jours de Pessah, on va passer donc les grands enseignements de Pessah. Du point de vue Hashkafa, ça veut dire d'abord philosophique, et ensuite du point de vue halachique, concernant le quotidien donc, de ce que c'est que Pessah. Bon, pour les dames, il y avait tellement besoin d'expliquer, un Pessah c'est frotter et nettoyer, n'est-ce pas? C'est... Bon. Alors on va essayer de trouver quelquefois des solutions pour un peu moins travailler et trouver plus rapidement votre Hametz. Bon, mais d'abord il faut quand même donner des idées générales sur la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête de la liberté. Hein, c'est la fête de la Géoula. On fête donc la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte nous indique que le peuple juif, c'est un peuple miraculeux, un peuple du miracle. Je vais vous dire quelques éléments, quelques preuves de ce concept, de ce principe. Où voit-on que le peuple juif, c'est le peuple du miracle, qui est toujours au-dessus de la nature. Le premier point où on le voit, c'est que si on existe aujourd'hui, si je suis là à vous faire une conférence, rapide sur les points essentiels de Pessah, c'est parce que Dieu a fait un NS, ça veut dire un miracle, sans lequel on n'aurait pas existé. Si vous connaissez un petit peu le Midrash dit que Avraham Avinu, le premier des patriarches, est arrivé à un grand âge, sa femme aussi, Sarah, et sa femme n'avait plus les membres qui lui permettraient d'avoir des enfants. Elle était une skena, c'était une... Et Dieu a fait quoi? Il a fait un miracle. Il a donc régénéré donc sa matrice. Il a fait un nes. Et grâce à cela, l'année suivante, elle a pu enfanter un enfant qui est Yitzhak, qui a donné Yaakov, qui a donné les tribus et qui a donné ce que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire, si on réfléchit 2 minutes à ce que je viens de vous dire, si Dieu n'avait pas fait le miracle de régénérer les membres intimes de Sarah, on ne serait pas là. Si on existe, c'est parce qu'il y a eu un miracle qui a eu lieu. C'est le premier nes grâce auquel on est là. Ensuite, bien après, le grand nes qui a créé le peuple juif en tant que peuple, c'est la sortie d'Égypte. À la suite de quoi la Torah a été donnée. On est sorti d'Égypte, on est allé au Har Sinaï, sur le mont Sinaï, on a reçu la Torah, là on est devenu le peuple juif, vraiment. Avec la définition actuelle du peuple juif, c'est le peuple qui fait les mitzvot. Là aussi, ça s'est fait avec des grands miracles, que vous racontez d'ailleurs le soir de Pessah. Et ça, je répète, je le dis à chacun, je dis déjà, je vous lance une petite halakha. D'après de nombreux décisionnaires, le Magid, le récit de la Haggadah de Pessah, c'est une mitzvah de Horaïta, c'est une mitzvah minatora. C'est la Torah qui demande de raconter. Veigata le bincha, tu raconteras à ton enfant, s'il n'y a pas d'enfant, on raconte à d'autres, s'il n'y a pas d'autres, on se raconte à soi-même. La mitzvah de Magid, d'après de nombreux décisionnaires, est une mitzvah qui incombe même à la femme. À l'homme, c'est évident. Vous avez une mitzvah de raconter, donc acheter des Haggadot en français s'il le faut. Le fait de raconter à vos enfants, de dire qu'il y a eu toutes les plaies d'Égypte, et l'eau qui s'est transformée en sang, et les sauterelles, et la vermine, tout cela, vous faites une mitzvah, un commandement divin quand vous le faites. Il faut avoir conscience de ça parce que mitzvot, deoraita, tserot kavana. Quand on a fait une mitzvah de la Torah, il faut avoir conscience que l'on fait une mitzvah, c'est un commandement divin. C'est pas qu'une petite histoire qu'on raconte, on commémore la Révolution française. Ça n'a rien à voir avec ça. On vit la sortie d'Égypte, on va expliquer le sens profond de cela. On vit cette sortie d'Égypte, une commémoration de la sortie d'Égypte, qui indique, il nous dit à nous, le clan d'Israël, qu'on est encore un peuple qui est au-delà de la nature, parce qu'il a fallu faire des choses tout à fait extraordinaires, que vous devez raconter donc à vos enfants. Et vous, messieurs, vous faites une mitzvah d'Oraïta. Pour les femmes, aussi d'après de nombreux décisionnaires, donc vous aurez la kavana, l'intention de faire cette mitzvah. Kavana, ça veut dire l'intention. Quand vous allez vous asseoir à table, vous dites, on va faire la mitzvah de raconter. Donc, vous lisez la Haggadah, vous entendez la Haggadah, vous posez des questions, le fait de poser des questions, veigata le bincha, vous faites une mitzvah. Et il a conscience de la chose. Il n'y a pas 36 mitzvot de la Torah, le soir du Seder, il y en a 2. Il y a le récit de la sortie d'Égypte, la Haggadah, le Magid, et le fait de manger un kazaï de matzah. On va en parler tout à l'heure. Tout le reste, ce sont nos sages qui ont institué toutes ces choses-là. D'accord?
compris. Dans les mots, le texte de la Haggadah, chaque mot de la Haggadah, c'est quel mot? Non. Le récit. Le récit de manière générale. Il est important d'ailleurs. Je vous conseille, vous êtes bien fatigués, mesdames, je vois avec le message, le ménage de Pessah. Demandez à votre mari de vous acheter une Haggadah en français, celle du Me'am Loez, il y a beaucoup d'explications. Vous lisez des Midrashim et vous allez les raconter le soir de Pessah. Vous posez des questions. Il faut éveiller l'attention de votre mari aussi. Votre mari pense qu'il est au courant de tout, mais il n'est pas au courant de tout. Alors vous lui piquez une petite question, vous lui posez. Donc là, vous faites une mitzvah de la Torah. Donc le Magit, une mitzvah de la Torah, à part la mitzvah du Kazaï de Matzah dont on va parler tout à l'heure. Donc, je poursuis l'idée que j'exprime maintenant. Avec force le miracle, les 10 plaies d'Égypte que vous connaissez tous, le Midrash raconte que l'Égypte, c'était un pays qui était manhol, c'était une grande serrure, c'était verrouillé, c'était impossible de s'échapper. Imaginez, il y a quelques 50 ans, des Juifs qui veulent se révolter, et qui veulent sortir de Russie. Si vous avez connu cette période dans les années 70-80, celui qui bougeait se retrouvait en Sibérie. Des millions de personnes sont mortes. Staline a tué 50 millions de personnes et plus. 50 millions de personnes. Comme ça raconte l'histoire. Donc personne ne pouvait parler. Eh bien, c'était encore pire que la Russie. Le miracle que Dieu a fait, c'est que on a pu casser, briser ce manhole, on a pu briser cette serrure, on est sorti d'Égypte. C'est un miracle fabuleux. Ensuite, on était poursuivis par les Égyptiens, pendant 7 jours. Il s'est trouvé que quoi? Le peuple juif s'est trouvé devant la mer. Et si on fait, vous êtes devant la mer, on ne sait pas quoi faire. Hein, on est coincé. D'un côté, l'ennemi qui nous poursuit, à droite, le désert. La mer devant, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, on avance. Narshon, il a continué la route. Dieu a dit d'avancer. Vous écoutez Dieu, Atem Tachishon, taisez-vous. Dieu vous demande d'avancer, vous avancez. Et plus ils avançaient, plus vous voyez la mer se reculer, la mer s'est ouverte. Et puis, quand tout le monde est passé, Baya Bacha, dans le sec, sur la terre sèche, la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Tout le monde connaît cela. Mais si vous imaginez dans une situation comme ça? Imaginez donc, tout le peuple, la pérennité, l'éternité du peuple juif vient du fait qu'à chaque étape de son existence, il y a eu des miracles. Je pense que tout le monde peut vous raconter ses miracles personnels de sa vie. Certains viennent d'Afrique du Nord, certains viennent de Pologne, chacun vous raconte comment il a pu s'échapper du pays duquel il vient. Et chacun, dans sa vie intime, personnelle, peut raconter à quel point sa vie elle est au-delà de la nature, des lois naturelles du monde. Ça, c'est la caractéristique du peuple juif. Et ça, c'est la fête de Pessah. Pessah, Hachem, il a été posséach, il a sauté sur les maisons des bénis Israël pour nous dire que nous, on a toujours la possibilité de dépasser notre quotidien et nos forces naturelles. Et maintenant, très brièvement, avant de passer donc à la halakha, je voulais vous donner, si vous voulez, la dimension chassidique de la fête de Pessah. Je viens de vous dire, ça fait du miracle. Ça fait du miracle parce que si on existe, c'est parce que Dieu a fait un miracle chez Sarah qui a eu des enfants alors qu'elle n'aurait pas pu en avoir. D'après les lois de la nature, c'était pas possible. On est sorti du pays le plus fermé, le plus puissant du monde. Il a été écrasé. Mais j'ai envie de vous demander, bon, c'est une belle histoire. C'est vrai qu'on est têtu, ça fait des milliers d'années qu'on raconte l'histoire. C'est vrai, on est têtu, hein, le peuple à la nuque roide. Mais finalement, c'est du passé tout ça. Donc ça y est, on est sorti, Nigmar. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? C'est quoi la dimension dans quoi je dois maintenant mentionner la sortie d'Égypte au point que on doit la mentionner, tout le monde dans votre sidour, regardez dans votre sidour, après allez-nous, certains dans les sidours Sfarad, c'est pas au même endroit, ça fait partie des zechirot que l'on est obligé d'exprimer tous les jours. Tous les jours, on doit dire on est sorti d'Égypte. On doit répéter qu'on est sorti d'Égypte. Je vais plus loin. Dans les 10 commandements, qu'est-ce qui est marqué? Ani Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. On attendait quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu qui quoi? Qui a créé le monde. Le monde était le néant, est devenu l'existence. C'est ça la plus grande force de Dieu? Non. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est encore plus important que la création du monde. Quel rapport? Pourquoi la sortie d'Égypte est tellement importante? Alors pour cela, il faut faire appel au concept chassidique qui nous explique la chose suivante. C'est que Mitzraïm, pour ceux qui connaissent l'hébreu, ça s'écrit Metzar. Metzar, ça veut dire confiné, ça veut dire écrasé. Metzar, ça veut dire on est limité. Et Yetziat Mitzraïm, une autre traduction que la sortie d'Égypte, c'est la sortir de son confinement, de ses limites,
de son étroitesse. Et c'est ça l'enseignement qui nous reste jusqu'à aujourd'hui. Et demain, vous allez dire le Kriyat Shema, vous allez mentionner la sortie d'Égypte, et vous allez vous rappeler le concept que je suis en train de vous dire maintenant, et sur lequel il faut travailler. Maintenant, je vous sors ça comme ça un jour de conférence. Hein. Ça peut être une belle conférence intéressante, et puis demain, on va dormir, et puis demain, on se réveille comme on était hier. Mais si on intègre le concept, on comprend que la Yetziat Mitzrayim, c'est que la Torah nous interpelle et nous demande de sortir de nos limites. C'est quoi nos limites ? Je vous donne un exemple. Je vous dis demain, le minyan, il est à 6 heures. On va donner un exemple très simple. Vous dites, moi non, je peux pas. Moi, il me faut 7 heures de sommeil. Alors on dit non, ça c'est tes limites naturelles. Mais la Torah te dit, tu dois sortir d'Égypte, ça veut dire que tu dois sortir de tes limites naturelles. Tu peux mettre le réveil, le lever un peu plus tôt. C'est un exemple parmi d'autres. Je vais vous dire autre chose. J'ai besoin de... Il y a une personne qui fait appel à vous, je n'ai pas où passer le seder. Alors dites, il n'y a plus de place à table. On est 18 déjà. Tu ne peux pas mettre une 19e chaise. La Torah elle te dit, tu dois sortir de tes limites et tu mettras une 19e chaise. Comment ? Je ne sais pas, mais la table va grandir toute seule. Ou bien vous trouvez une rallonge, ou bien vous mettez une petite table à côté, ou bien la personne sera à côté, elle mangera dans une assiette sans table, mais on peut. Ça, c'est sortir de ses limites, les limites qu'on se met, qu'on se crée. Parce que si on ne se crée pas ses limites, je peux vous apporter des photos. Hein, mon ami Gérard peut vous apporter des photos, des shlochim qui ont 50, qui font des CDR communautaires avec 100 personnes. Vous savez c'est ce que ça veut dire, la gestion de 100 personnes, un soir de CDR, ça c'est sortir de ses limites. Ça c'est les forces que le Rabbi nous a données de sortir constamment de nos limites. J'ai un gendre qui prépare un CDR communautaire, ça fait 2 semaines qu'il se préoccupe beaucoup. C'est un petit détail, c'est intéressant. Ce que j'ai peur, c'est que il y a le Tunisien qui va demander, il va me demander les ferrettes, monde, et l'Algérien qui va me dire Bibihilou, et l'autre, chacun avec son minag. Alors là, ça, il m'a dit donc, je dois sortir de mon Égypte personnelle, et je vais essayer de supporter tout le monde. Et vous êtes d'accord que les juifs, c'est pas évident, hein. Vous avez 2 juifs et 3 opinions. Vous connaissez ça, hein. C'est bien connu. Hein. C'est toujours comme ça. Ça, c'est ça, sortir de ses limites. Mesdames, vous aussi pareil. Hein. Quelquefois, vous êtes bien fatigué. Votre mari vous dit, bon, je peux t'amener 2 invités de plus. Oh là là, pas possible, il n'y a pas de... Ne croyez pas que les femmes ne veulent pas inviter Shalom parce qu'elles n'aiment pas inviter. Elles ont le rester dans le cœur. Mais les femmes, elles sont toujours angoissées, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez confirmé qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Elles ont toujours l'impression qu'il n'y en a pas assez. Il en reste toujours 3 fois trop. Hein, c'est vrai ou non? Il en reste toujours 3 fois trop, ils ont toujours angoissé et que ça va manquer. Alors à la limite, même si ça manquera jamais, mais même si ça manque, hein, c'est un sourire, une gentillesse, on est ensemble, et puis c'est tout, on partage, c'est tout qui est le problème. On partage. Le fait des personnes qui savent qu'ils peuvent aller dans certaines familles, comme ça sans avoir de problème, dans notre synagogue, on a quelques personnes qui sont seules. Rien que le fait de l'avoir dit une fois, que sache une chose, c'est que si un jour tu es seul, tu as toujours des maisons dans lesquelles tu peux aller où tu es invité d'office. C'est pas qu'on a besoin de t'inviter, t'es invité d'office, ça change toute sa vie. Ça, c'est sortir de son Égypte personnelle. C'est très dur ce que je vous dis, c'est très dur son Égypte personnelle. Parce qu'on a tous des limites. Je vous dis, vous allez suivre un cours de Gemara tous les jours. Mais la Gemara, c'est trop dur pour moi. Ça veut dire que d'emblée, vous dites, c'est trop fort pour moi. Eh ben non. La sortie d'Égypte, vous dites, tu peux... Commence, bien sûr. On te demande de briser des montagnes. Commence une petite chose. Je vous donne un exemple. On va sortir de son Égypte. Il y a des personnes, par exemple, qui ils prennent un verre d'eau, ils ont fait la bracha. Je vais sortir de mon Égypte, je vais faire la bracha avec une kavana, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu Olam, Shehakon, Yabidvaro. C'est sortir de son Égypte, faire un petit effort dans tout. Le matin, vous vous réveillez, vous dites, j'ai envie de faire une béa. Allez, je vais chercher quelqu'un qui a un besoin. Quelqu'un qui a un besoin, et Baruch Hashem, malheureusement, ou Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'un coup de main, d'un prêt, et quelquefois, c'est juste une visite. Des exemples autres que je peux vous apporter, aller rendre visite à un malade qui est depuis 1 mois à l'hôpital, ou lui rendre des visites, on ne sait pas le bonheur que ça peut être pour lui. Il y a quelques années, on a eu l'occasion, dans le Keïla ailleurs, de rendre visite à un malade, en famille, on est allé lui rendre visite, on a entendu qu'il était malade, et quand on est rentré, on a vu que son visage s'était éclairé, lui et sa femme. C'était des rescapés de la Shoah. Et Betrivka, l'école Betrivka leur avait apporté un repas. Et bon, le repas était mis au frigo. Il s'est trouvé que les infirmières ont eu besoin du frigo. Ils ont tout sorti. Or, une fois que les œufs étaient sortis, ils mangeaient que des Polonais, des œufs, des kartoffels, des pommes de terre. C'était leur manger national. Ils mangeaient rien d'autre.
Ça avait tourné, donc ils n'avaient rien à manger. Ça avait 24 heures qu'ils ne mangeaient rien à Pessah. Vous vous rendez compte un peu? Le fait qu'on ait pu leur rendre visite, il me l'a dit ça, bien après il me l'a dit, après quand il a guéri, il est venu nous rendre visite, il m'a dit, sachez que quand vous êtes venus avec vos petits-enfants, on a senti un rayon divin qui est rentré dans notre chambre. On n'a rien fait, on a pris les enfants, on a dit bonjour, ça va, shalom aleichem. Bon, après on lui a amené quand même des patates, des patates cachées à Pessah. Il a eu ses patates. Mais pour dire, c'était quoi? C'est rien que apporter un sourire, une petite visite à un malade. C'est dur une visite à un malade, on a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de temps à perdre dans les iPhones et tous les jeux modernes, comme chacun sait. Non. Des occupations comme celle-là, on en trouve toujours le temps. Mais s'investir dans Torah et de Mitzvot, dans le chesed, dans la bonté envers autrui, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est la sortie d'Égypte. C'est ce que le Chassidut Asher appelle, c'est de sortir de ses limites et contingences normales. Maintenant, il y a encore une dimension. C'est que quelquefois, dans ce qu'on appelle les metzarim de Kedusha, même dans la Kedusha, même dans le bien, on se met aussi des limites. On s'imagine qu'on n'est pas capable. On s'imagine qu'on n'est pas capable de parler à un autre juif pour le rapprocher de la Torah. On s'imagine qu'on n'est pas capable de comprendre quelque chose. Une femme, elle s'imagine, de nos jours, mesdames, souvent, les jeunes femmes me consultent. Vous savez, moi, c'est difficile d'avoir des enfants. Moi, ma mère, elle en a eu 6. Oh là là, c'était la catastrophe. Et ma tante, elle en a eu 8. Moi, c'est 2 et stop. Tu viens de te marier déjà, tu as mis une limite. Ouais. Alors, quelle différence? Non, l'autre génération, c'était l'autre génération. Maintenant, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, elles ont moins de force et tout. C'est pas du tout évident. L'hygiène est bien meilleure. On est bien plus suivi. C'est pas du tout évident que l'on puisse pas avoir une grande famille Baruch Hashem. Bien sûr, il y a des permissions quelquefois d'étaler un petit peu la venue des enfants avec un sac d'un rave, avec un verdict d'un rave. Mais il ne faut pas déjà au début de son mariage se mettre des limites. Ça peut être aussi des limites de Kedusha. Je veux avoir des enfants, mais pas trop. Il faut. Donc ça aussi, c'est se limiter. On a le droit de se limiter quand la halakha le permet, mais se limiter parce qu'on a envie d'avoir une vie qu'on croit plus facile, ça c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. On voit que les belles familles, Baruch Hashem, qui ont fait beaucoup d'enfants, les mamans sont épanouies, un petit peu fatiguées, certes, mais bon, qui dit qu'on doit avoir tous un teint de bronzé, comme vous voyez dans les magazines? Les modèles qu'on vous donne maintenant dans les magazines, c'est pas le modèle de chez nous, ça. La crainte de mal éduquer, de ne pas être à la hauteur. Ça aussi, ça compte. C'est très juste, c'est très juste. Alors monsieur, il dit un bon argument, il dit ce qu'on craint, c'est de ne pas pouvoir bien les éduquer. Ça veut dire que, c'est ce qu'en français on dit, en français on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Vous connaissez le mot en français? Le mieux est l'ennemi. Parce que j'ai peur de mal éduquer ou pas bien éduquer mes enfants, donc je vais en avoir un ou deux. Écoutez, il y a un mot de nos sages qui disent Ata ta'aseh et shelcha, v'akadosh baruch hu ya'aseh et shelo. Toi, fais ce qu'on te demande et Dieu il fera le reste. Les familles que vous avez vous-même ou vos parents qui avaient 15 gosses, ils ont tous bien poussé Baruch Hashem, ils sont tous épanouis, etc. Bon, nous, de nos jours, Baruch Hashem, on a des écoles. Il y a des écoles juives qui suivent bien les enfants. Il faut que les parents s'investissent. Si les parents s'investissent vraiment, passent du temps avec leurs enfants. Mesdames, c'est pour vous aussi. Effectivement, le soir, si tous les soirs, c'est de 8h à 10h et 10h30 la télévision, c'est vrai que le chinour est difficile. Je vous l'accorde. Mais si une maman, elle attend ses enfants pour faire ses devoirs avec eux, pour se renseigner si elle n'a pas pris des sottises à l'école, et le lachonara qu'elle a pu entendre, etc. Et ça, c'est le rôle de la maman. Le rôle de la maman, c'est d'éduquer ses enfants. Alors effectivement, mais les valeurs, elles changent, parce que maintenant, les gadgets actuels sont tellement attirants, les jeux sont tellement attirants, ça, c'est un problème. Si la maman elle a envie de voir le film, et à cause de ça, elle met ses enfants devant un petit dessin animé pour se débarrasser de ses enfants, ça, c'est le contraire du chinour. Le chinour, c'est une maman et le papa aussi. Quand je dis la maman, je n'exclus pas le papa, mesdames, ne vous inquiétez pas. Hein. Les papas aussi sont tenus de voir ce qu'ils ont appris à l'école, etc. Ça, c'est sortir de ses limites. Ne pas se dire, vous avez dit le mot contre lequel s'élève précisément la dimension khatique de la sortie d'Égypte. À savoir que on peut se dépasser. Et quand on se dépasse, on voit que Baruch Hashem, nos enfants, ils poussent bien, équilibrés, dans la Torah. Comme vous voyez dans beaucoup de familles, Baruch Hashem, ceux qui sont bien dans les limites de la Torah, dans le cadre de la Torah, ça fait des enfants épanouis. Et alors que quand vous regardez un peu autour de vous, regardez ce qui se passe autour de vous, hein, dans nos générations. D'ailleurs, même les non-juifs, hein, ils sont admiratifs de voir comment on arrive à avoir Baruch Hashem, une jeunesse qui est quand même beaucoup plus performante que la leur. Hein, ceux qui sont, bien sûr, dans la Torah comme il faut.
Donc voilà, en résumé, donc la sortie d'Égypte, c'est d'abord les miracles, hein, et ça existe encore, hein, je peux vous raconter plusieurs histoires, on voit à quel point, Mamash HaKadosh il fait des miracles permanents, des gens qui ont des brachot, des gens qui peuvent vous raconter l'histoire avec le rabbi, avec les tzadikim, des miracles, on vit dans le miracle, on vit dans le miracle. Il faut être convaincu de ça, et c'est vrai, quand on observe ce qui se passe dans sa vie, on voit que le peuple juif est un peuple du miracle, au-delà des lois de la nature. Ça c'est Pessah. Maintenant, comme toujours, la Torah, après les grands discours philosophiques, chez nous, la Torah, on ne reste pas au niveau philosophique, au niveau idée, cela descend dans le quotidien de notre vie. Hein. Donc, toute cette expression de la liberté doit descendre dans des choses extrêmement triviales. Et c'est ça le but donc, de la conférence essentiellement de ce soir, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun fasse un seder, kadin ve ka'alacha. Ça veut dire, avec toutes les lois, que le Shulchan Aruch préconise pour pouvoir être quitte de ce seder. C'est pas évident, hein, faire le seder comme il faut, c'est pas évident. Hein, il faut bien être au courant avant pour bien faire le seder comme il faut. Alors, je vais vous dire quelques éléments sur d'abord sur la Bdikat Hamet, ensuite sur le seder. Ensuite, pour mesdames, peut-être vous serez intéressés par avoir quelques renseignements sur les cosmétiques. Hein. Les femmes sont toujours intéressées par savoir qu'est-ce qu'elles ont le droit de mettre comme crème, comme parfum, etc. Et puis, en espérant que tout le monde soit en bonne santé, mais il y a toujours des personnes qui ont besoin, malgré tout, de prendre des médicaments. Comment doit-on faire quand on a des médicaments, etc., qui sont à base de chametz ou à base de kitniot, de riz, etc., pour ceux qui ne mangent pas le riz, etc. Voilà. La première chose... depuis un certain temps, les hommes et les femmes sont investis dans le ménage de Pessah. Alors, mesdames, je voudrais vous dire quelque chose qui est très important. Tous les grands rabbanim, les gdolim parlent beaucoup de ça ces derniers temps. Les femmes passent beaucoup de temps à s'épuiser à faire du ménage. Je vous dis pas de pas faire du ménage, c'est pas ce que je dis. Je dis que le ménage de Pessah, je ne pense pas que je vais y arriver, hein, je pense pas, mais je vais quand même essayer de vous égrener quelques idées dans la tête. Le ménage de Pessah, c'est pas le ménage du printemps. C'est pas vous épuiser à laver les rideaux et les draps, de relaver la vaisselle et de frotter les murs et de gratter le... Le ménage de Pessah, c'est enlever le chametz de la maison. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je connais des grands rabbanim qui disent qu'on peut faire le ménage de Pessah en 2 heures. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais ma femme non plus, elle ne me croit pas. Mais ma femme, elle ne me croit pas parce que je l'ai vu encore. Je suis rentré à la maison, j'ai vu une grande vaisselle comme ça. J'ai dit, mais je comprends pas. Cette vaisselle, elle était dans l'armoire, elle était propre. Elle est sortie, elle est rentrée dans la machine, elle a relavé. Ça m'a fait des dépenses électriques, d'eau, surtout de fatigue. Bon, de bonne humeur, ça va. La bonne humeur était encore présente, mais je sonde pour voir si les crispations. Faites attention, à quel prix? Tout a un prix. Donc, essayez de comprendre. C'est un point fondamental que, à la limite, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Vous allez dans vos armoires, vous fouillez, vous voyez qu'il n'y a pas de ramettes, tout est propre. Vous regardez partout. Vous prenez les assiettes, plutôt que de laver une assiette propre, vous la regardez, s'il n'y a rien dedans. Vous laissez le fouiller, vous demandez à la femme de ménage de ranger. Ça y est, l'armoire, elle est finie. C'est un point très important que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas nettoyer votre maison, de ne pas enlever le rametz. Je vous dis que très très souvent, je donne quelques exemples. J'ai beaucoup d'exemples à la clé. Une famille, une fois, une femme qui vraiment s'investissait, elle était épuisée, elle était arrivée le soir du Seder, là, pour les yeux cernés. Bon, ça fait de la peine, quoi. Je ne peux pas lui dire, Shalom, qu'elle n'a pas bien fait, elle a fait de manière merveilleuse. Son mari, il a fait l'abdika. En faisant l'abdika, il a trouvé un paquet de gâteaux dans le landau. Le landau était en bas. Non, vous vous rendez compte? Alors, elle a dit, oui, mais j'ai pas eu le temps d'aller... oui, mais elle avait passé, bon, je peux vous dire, 8 ou 10 heures de sa journée, encore une fois, à frotter des choses, à frotter où il n'y avait pas de tramette, pour que ce soit propre, pour que ça brique. C'est très bien que ça brique. Mais le ménage de Pessah, c'est d'abord de la chorma. Le peuple juif, c'est un peuple chacham. Le peuple chacham, il cherche le chametz, il ne cherche pas autre chose que le chametz. S'il y a des poussières, pas besoin. Il n'y a pas besoin d'enlever les poussières. Je ne vous dis pas qu'il faut être sage chez vous, mais la saleté, vous mettez la femme de ménage et c'est tout. Et vous laissez la femme de ménage travailler et vous regardez s'il n'y a pas du chametz et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Vous économisez énormément de force en faisant ça. Parce que si vous vous épuisez comme ça,
c'est bien. Mais le soir de Pessah, vous avez la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est manger les matzot, c'est manger c'est raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Les mitzvot des Rabbanan, c'est manger le maror, c'est boire les 4 verres de vin. Mais si on le fait dans un état d'épuisement total, c'est dommage. Hein, n'oubliez pas que la fête de la liberté, c'est pas venir épuiser. C'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'il fallait tout faire pour que les enfants dorment l'après-midi. Alors, comme nous sommes tous des grands enfants, mesdames, je vais vous demander l'effort. Bon, ma femme m'a dit, non, elles ne vont pas y arriver, les femmes. Mais moi, j'espère toujours. Moi, je suis un Mahamine. Hein, je crois en Dieu et je crois qu'on peut se changer. L'après-midi de Pessah, lundi, vous restez 1 heure au lit l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a au pire? Le Msoki va être pas prêt, il ne sera pas prêt. Si vous le faites, qu'est-ce qu'il y a? Et même si vous n'arrivez pas à dormir, parce qu'on est tellement sous tension qu'on n'arrive pas à dormir, mais rester en position allongée 1 heure, ça repose énormément. Ça, j'insiste beaucoup sur ce point-là. Il faut beaucoup travailler sur ce qu'on appelle les midot, les bons sentiments, les qualités morales. Vous voyez? Parce que sinon, beaucoup de personnes me disent oui, ça a été, mais il y avait du bruit, tout le monde était sous tension, on n'a pas trouvé les salades, tel il a crié, etc. Ce qui fait que finalement, quelque chose qui est le moment, vraiment un moment essentiel, le moment clou de l'année, ça devient un grand balagan où tout le monde est tendu. Ça, il faut vraiment faire un immense effort. Ça, c'est sortir de ses limites. Sortir de ses limites, on va mettre un grand panneau, la bonne humeur est exigée. Voilà, mitzvah d'être de bonne humeur. Et s'il y a la vaisselle qui se casse, eh ben tant pis, hein, on en achètera une autre. Et si on a un petit problème, ben tant pis, on trouvera la solution. Je voulais juste imaginer, quand ils sont sortis d'Égypte, vous imaginez un peu la pagaille que ça fait, chacun sorti, vous imaginez un peu la pagaille qu'il y avait dans la sortie d'Égypte. Bon, ils sont sortis d'Égypte, c'est tout. Voilà, ça c'est un point que je tenais à dire. Donc, si vous voulez d'ailleurs faire une dika comme il faut, ça, je rentre dans la halakha. Ça, c'est un point très important, c'est une aura du Rabbi Rachab. Chaque fois que vous aurez nettoyé un endroit, que raisonnablement, on ne peut pas demander au mari le soir de l'abdikat ramès, c'est-à-dire dimanche prochain, de vérifier à la bougie. Par exemple, vous avez bougé une gazinière ou une armoire, vous avez tout le chametz qu'il y a derrière, vous remettez la gazinière à l'armoire. Donc, normalement, c'est un endroit chez Machnissim Bo Chametz, c'est un endroit dans lequel on fait rentrer du chametz dans l'année. Donc normalement le mari doit aller vérifier à la bougie le soir, le dimanche soir, cet endroit où il y avait du chametz. Et c'est impossible, vous n'allez pas le voir, redéplacer tous les meubles. Et je vais aller un peu dans l'idée. Vous avez fait le congélateur Kachar les Pessar. Il est propre. Vous avez mis la viande Kachar les Pessar dedans. Mais dans l'année, il y avait des gâteaux et du pain dans ce congélateur. Quand est-ce que votre mari il a fait l'abdika? Il n'a jamais eu de bika. Donc le seul moyen pour pouvoir faire un petit placard Kachar les Pessar ou bien un congélateur Kachar les Pessar, c'est quand il est propre, la femme elle doit le mettre à côté d'un endroit bien éclairé, près de la fenêtre par exemple, ou si c'est la nuit à la bougie ou avec une lampe, elle dit je fais la 4 à mètres, après vous mettez Kachar les Pessar, le mari n'a pas besoin de regarder là-bas. Rabbi Rachab demande à sa famille de faire ça. Chaque fois qu'on mettait des objets, des meubles qui avaient été déplacés, de faire la dika au raner ou bien la lumière du soleil. Et dire, prononcer les mots, c'est Kachar le Pessar, ça y est. On dit, voilà, je fais la bdika, je fais la mitzvah de bdika. C'est bdika. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, il faudra fermer et scotcher pour ne pas être amené à mène. Ce qui fait qu'après, le bdika tramet du dimanche soir, c'est finalement beaucoup plus faire. C'est une vérification. Oui, c'est ça le point. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un point fondamental, mesdames. Au fur et à mesure que vous faites ça en tant que mitzvah, pas en tant que ménage de Pessah. Une question aussi concernant ça. Quand vous avez un congélateur qui est propre, mais qui a que de la viande dedans. Toute l'année. Jamais du chametz. Rien d'autre. On achète de la viande à 2 semaines avant Pessah parce qu'on a besoin de viande. On achète en rempli. On nous interdit de manger à temps Pessah cette viande-là, même qu'elle est cachée après? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Si dans le congélateur, il y a que de la viande toute l'année, et vous avez acheté de la viande cachée à l'épaisseur entourée dans un paquet, pas du tout, vous pouvez la manger. Non, pas jeter, garder pour après. L'année dernière, on l'a fait. Là, je vais demander au rab si vraiment... Non, c'est sûr que non. Dommage. Non. Bon. Oui, mais il est très occupé, là, Non. En tout cas, prenez l'habitude avant de jeter. Monsieur, prenez l'habitude avant de jeter de demander à un rat. Il n'y a aucun rat qui vous dirait de jeter de la viande. Non. Non, on ne jette pas la viande, on ne jette pas. Alors, on la met de côté, au pire, on la met de côté, on la met à la vente, mais on ne jette pas. C'est sûr. On ne jette pas. On jette pas. Voilà. Maintenant, une deuxième question. Je ne vais pas vous faire toutes les halakhot en détail, on y passerait la nuit, mais 2 ou 3 halakhot qui sont importantes.
Celles qui sont les plus demandées, c'est des personnes qui ne sont pas chez eux à Pessah. Beaucoup de personnes vont en Eretz Israël dans de la famille, dans des hôtels, etc. Que fait-on avec l'abdikat Hametz? Sachez que si vous allez dans un hôtel et vous vendez votre maison, comme certains font, ils vendent tout le Hametz qu'il y a dans la maison, ils ne vendent pas la maison, ils vendent le Hametz qu'il y a dans la maison, là, vous vous exemptez de la mitzvah de bi'ur Hametz, ça veut dire de détruire le Hametz. Vous n'avez plus de Hametz, tout est vendu. C'est dommage, parce qu'on perd le bénéfice de la mitzvah de bi'ur Hametz. On fait la mitzvah de ne pas posséder du Hametz, certes, puisqu'on a tout vendu, mais la mitzvah positive, mitzvah tassée de détruire, on ne l'a pas faite puisqu'on n'en a plus, si on vend tout. Donc, celui qui quitte, c'est une aura chachouva, il faut répandre autour de vous. Une personne qui va à l'hôtel en Eretz Israël, le dernier soir qu'il passe chez lui, dans sa maison, par exemple, si vous prenez la voiture dimanche prochain, le samedi soir, Motzai Shabbat, vous gardez un endroit de la maison dont le Hametz n'est pas vendu. Par exemple, dans l'acte de vente, vous dites, je vends tout le Hametz sauf celui de la cuisine, sauf celui de la salle à manger. Vous mettez les 10 morceaux de pain qu'on a l'habitude de mettre dans la salle en question qui n'est pas vendue, qui n'est pas mise à la vente. Vous faites la recherche à la bougie, sans bracha. La bracha de Al-Bi'ur Hametz ne se fait que le soir institué par nos Chachamim, ça veut dire le 14 Nissan, dimanche prochain, au soir. Si on fait samedi soir, si on fait jeudi ou ce soir ou demain soir, on fait l'abdika, les oraner, à la lumière d'une bougie, mais sans bracha. Tout le monde comprend? Mais faites-le, parce que si vous vendez tout, vous ne faites pas l'abdika, c'est dommage, vous perdez le bénéfice de la mitzvah. C'est une mitzvah importante. Si vous voulez diminuer la fatigue, c'est pas compliqué, vous mettez à la vente, sauf, comme je vous dis, une partie de la maison qui n'est pas mise en vente, dans laquelle vous faites l'abdika Hametz. Et la cuisine, s'il y a du Hametz, est-ce que c'est pas rien? Alors, si vous gardez du Hametz, du vrai Hametz dans la cuisine, vous la mettez à la vente. Vous mettez à la vente, vous gardez par exemple la salle à manger. La salle à manger non mise à la vente. Dans la salle à manger, vous mettez les 10 morceaux et vous cherchez. Ça, c'est une solution parmi d'autres, vous voyez. Maintenant, une personne qui voudrait même ne pas faire ça, vendre tout, il peut le faire. Mais c'est dommage parce que il perd le bénéfice d'un mitzvah. Donc, ce qui est préconisé, c'est de ne pas mettre tout à la vente et de faire l'abdikat Hametz sans bracha encore une fois. Les oraner, n'importe quel autre soir que le soir du Bdikat Hametz. Le lendemain, il fait le biour ou pas? Il fait le biour le lendemain matin. Alors, le biour, ça veut dire la phrase où on annule le Hametz, peut se faire ou bien immédiatement, mais le mieux c'est de garder le dimanche soir, de faire la formule du biour, et surtout le lundi, vous gardez les 10 morceaux. Hein, si vous allez en Eretz Israël, les 10 morceaux que vous avez trouvés donc une semaine avant dans votre valise, vous le brûlez là où vous arrivez. N'oubliez pas dans vos valises, hein, parce que après, que ce Hametz ne reste pas dans les valises. Donc vous le brûlez le lundi matin. Oui. Si maintenant on a la maison de nos parents, la maison de nos parents qui est fermée. On a notre maison, on a fait le Bdikat Hametz chez nous, c'est ok. Mais la maison de nos parents, on doit quand même aller dans la maison et faire la Bdikat le soir. Vous allez passer dans la maison de vos parents. Est-ce que vous... vous demandez... vos parents, ils sont où? En Israël. Et nous, est-ce qu'on doit faire la Bdikat pour eux dans leur maison? Dans leur maison, qui est en France. En fait, la question que vous posez, c'est que est-ce qu'ils sont chayav est-ce qu'ils ont l'obligation de Bdikat Hametz? La réponse est oui, mais dans la mesure où ils ont une maison en Eretz Israël, ils y vivent, c'est mieux qu'eux-mêmes en Eretz Israël, ils fassent la vente de tout le Hametz de leur maison, comme ça vous évite d'aller faire d'affaire de ménage chez eux. Voilà. En Eretz Israël, ils font eux-mêmes la vente de leur Hametz. Tout le Hametz qui est dans la maison que je possède en France est vendu, et comme ça, il n'y a rien à faire. Dans la mesure où personne habite la maison pendant Pessah, on s'entend. Voilà. Quelqu'un qui a aujourd'hui, bon prochain, comme la synagogue, le Bet Rabbah, la maison, un bureau, est-ce qu'il doit faire l'abdikat Hametz dans les trois ou il y a On doit faire l'abdikat Hametz dans les trois, ou s'il y a un endroit que vous n'allez pas d'utiliser pendant Pessah, vous mettez tout à la vente. L'abdikat Hametz, les oraner, Les oraner, pas forcément le dimanche. Par exemple, si c'est trop difficile, vous pouvez faire la choule le samedi soir, et le jeudi soir, vous faites vos locaux. Non, les morceaux, c'est que dans sa maison. Ça va, oui. Donc, une personne qui aurait, un médecin qui aurait donc un local, donc un cabinet médical, plus responsable de la choule, plus sa maison. Donc, le jeudi soir, il fera l'abdikat dans son bureau, les oraner, samedi soir à la choule, et dimanche soir chez lui, avec les 10 morceaux et avec la bracha. Quelqu'un qui aurait... c'est simple. Mon mari a perdu son père il y a quelques jours, et donc
par la force des choses, il est, entre guillemets, propriétaire de l'ensemble de ses biens. Qu'est-ce qu'il fait de l'appartement? Parce qu'il ne va pas faire c'est le seul héritier, l'appartement lui appartient. Enfin, il lui appartient sans lui appartenir, parce que mon beau-père était locataire, mais en tout cas, il n'est pas rendu encore l'appartement. Il y a tout plein de choses à faire. En fait, il peut mettre tout ça à la vente. Il peut mettre tout ça à la vente, c'est bon. Il met à la vente, ça lui évite des problèmes, il n'a pas besoin de tout nettoyer. Les Oraner, quand on dit les Oraner, c'est uniquement avec Kol Khamira, c'est tout. Oui. Si, par exemple, si je fais ce soir, je dis quand même Kol Khamira. Kol Khamira, vous ferez le Kol Khamira dimanche soir et vous inclurez de tout. Non, je dis rien, je fais que les Oraner. Faites le Oraner, c'est tout. Il ne faut plus faire de rentrer de Hametz après, bien sûr. Hein. Il ne faut plus faire rentrer de Hametz après, une fois que vous avez fait, c'est sûr. Voilà, donc ça c'est le... Oui. Si jamais on respecte tout ce que vous avez dit et qu'on veut passer le Seder en Israël, admettons qu'il y a un problème, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans sa maison? Ah, c'est un vrai problème ça. Une personne, ça c'est un vrai problème ça. C'est un vrai problème parce que la maison n'est pas vendue, mais les lieux où sont entreposés le Hametz est loué. Est loué au Goy. Entendu la question. Ouais, c'est une question importante. Si une personne met à la vente tout le Hametz de sa maison, donc tous les locaux dans lesquels sont entreposés le Hametz sont loués au Goy. C'est les placards en général dans lesquels il y a le Hametz. Voilà, en général c'est les placards. Donc s'il n'y a que les placards qui sont loués, si sur l'acte de vente vous avez eu par exemple tout le Hametz qui se trouve dans le placard, voilà. Si c'est partout où il se trouve, ça veut dire que l'ensemble des locaux sont... Donc c'est un problème de réintégrer les lieux. Il y a un point très important. Il faut préciser les endroits et tout ça, il ne faut pas dire comme ça. Si vous avez fait un ménage convenable, vous avez mis le Hametz dans des placards, avec l'abdika, vous pouvez rentrer chez vous tranquillement. Si, comme certains, ils quittent leur maison, il y a le restant du dernier petit déjeuner avec le pain et tout sur la table, là c'est un vrai problème. En rentrant chez vous, il faudra faire une bdika, un nettoyage complet. Parce qu'on risque d'être amené à manger le Hametz qui traîne partout. Voilà. Ah, si vous avez, bon, c'était beaucoup plus simple. Il faut faire des ventes bien spécifiques. Ça, c'est un problème. C'est un problème sur ce là. De quelle façon la libeller le mieux quand on y habite, quand on y est? C'est-à-dire que, parce que partout où il se trouve, c'est bien. Normalement, a priori. On doit s'absenter, hein, c'est... Vous êtes chez vous, non, a priori il faut mettre, plus vous précisez l'endroit où est entreposé le Hametz et plus c'est sérieux, mieux c'est. Vous mettez sur l'acte de vente celui qui est dans tel placard, dans tel, c'est le mieux. On parlait tout à l'heure de médicaments cachers et pas cachers. Je vais en parler tout à l'heure. Un pharmacien, comment il fait? Comment il fait? C'est... Bon, c'est une chose pointue, ponctuelle, à laquelle je vais répondre tout à l'heure. Alors, on demande la question, comment fait un pharmacien? Il y a plusieurs solutions pour un pharmacien. La meilleure solution, c'est qu'il ferme la pharmacie. Et qu'il met tout à la vente. Alors, il y a d'autres solutions qui consistent à vendre tout le Hametz. On fait un acte de vente où il vend en général à son employé ou à son associé. Donc il se démet de la possession du Hametz qu'il a dans la pharmacie. Il y a d'autres solutions, mais c'est en général les meilleures solutions, celle-ci. Ça en tire profit quand même. Hein? Il tire profit de ce que l'autre va gagner, son associé va gagner, il va tirer profit du Hametz qui est... On s'arrange pour qu'il n'y ait pas profit, tout est vendu. Donc il n'y a pas profit. Pendant 8 jours, tout non, il vend tout, théoriquement il ne va pas tirer profit, puis tout est vendu au Hametz, donc l'employé il va vendre, et lui il ne prendra aucun bénéfice sur ce Hametz-là. Il y a d'autres solutions, hein, mais c'est une chose délicate. Il y a d'autres solutions, quelquefois on permet même au pharmacien lui-même de vendre avec d'autres... Bon, c'est... Très bien. Voilà donc le problème de possession du Hametz. Sachant que, n'oubliez pas que tout le Hametz qu'on aurait oublié de mettre à la vente, il est rigoureusement interdit après Pessah. C'est la raison pour laquelle, si vous connaissez certains magasins dont le propriétaire est juif et qui n'aurait pas procédé à la vente, il sera complètement interdit d'acheter des pâtes, du pain et des gâteaux chez lui, ou du whisky, tout ce qui est Hametz, tant que le stock n'est pas complètement écoulé. Tout Hametz qui a appartenu à un juif pendant Pessah est interdit à la consommation. Ça pose pas mal de problèmes, ceci. Donc après Pessah, on fait extrêmement attention d'aller dans un magasin dont on est sûr qu'ils appartiennent à des non-juifs,
ou bien quand on est sûr que le juif propriétaire a procédé à la vente. Oui, c'est un problème pas facile parfois, mais il m'est arrivé, quelqu'un m'a raconté une fois qu'il était dans une épicerie tenue par un arabe. C'est souvent les arabes, ils tiennent des épiceries, donc une petite supérette comme ça. Les gens juste après ça, on en a acheté pour faire la moufletta, enfin tout ce qu'on fait à la Mimouna. Et ensuite, il a sympathisé avec le vendeur. Le vendeur dit, comment ça va? Oui, ça va, oui. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui, ça fait longtemps, quelques années que je suis ici. Parce que le patron, il habite toujours au Maroc, il ne veut pas venir en France, donc il m'a mis à la place. Et comment il s'appelle ton patron? Il s'appelle Monsieur Assayag. Il a dit, voilà. Ça veut dire que la supérette tenue par l'arabe appartenait à un juif qui était encore au Maroc. Ça veut dire que tout le khamet qui était dedans est complètement interdit. Vous vous rendez compte un peu? Il ne faut rien acheter toute l'année chez lui. Ah ouais. Il ne faut absolument rien acheter durant toute l'année. Ah oui, non, là, en l'occurrence, il fallait que tout le stock soit... Mais par exemple, une bouteille de whisky, on ne pourrait pas. Si on l'achète même au mois d'août, elle est interdite. Et si c'est toujours, en général, le stock fini. Le stock fini, le stock est vendu. Oui, mais bon. Faut voir. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que tous les juifs, ils ont tous les affaires, quoi. Pratiquement tous les monoprix, tous les trucs. Ça appartient à des juifs. Tous les grandes surfaces, tout ça. En général, la majorité, surtout en France. Non. Il a été démontré que Leclerc, par exemple, est tenu par la famille Leclerc, le Auchan aussi. Le Franprix, il y a beaucoup de Franprix qui appartiennent. Le Franprix, on se méfie beaucoup, effectivement. On s'assure que les franchises Franprix ont bien procédé à la vente du Hametz, absolument. On en a une pas chez nous, il a procédé à la vente, on lui a demandé, on est allé lui faire la vente. Donc méfiez-vous après Pessah. Alors, chez nous, je veux dire, on va pas manger des kilos de pâtes avant Pessah, si on a en stock. On les garde chez nous, on les vend, on les met dans le placard et on vend le placard. Oui, vous en avez le Hametz qui a donné dans le placard. Est-ce qu'on a une vraie obligation de nettoyer complètement les placards alors qu'ils dans lesquels il y a du Hametz? Ouais. Non. Si vous gardez du Hametz, il n'y a pas d'obligation de... Si vous laissez fermer et que vraiment c'est bouclé, tout le Hametz qui est dedans est vendu. Mais il n'en reste pas moins que s'il y a des morceaux de Hametz qui en général ne sont pas vendables, vous voyez, c'est mieux de mettre des choses qui sont effectivement vendables. Il y a beaucoup de gens qui sont marmirim, quand il y a des demi-paquets de farine, des demi-paquets, bon, ils le consomment ou ils le jettent. Parce que essayer de vendre un demi-paquet de pâtes, c'est pas évident. Mais malgré tout, je vous rassure, on fait extrêmement attention dans la vente de préciser avec le goy qu'il accepte d'acheter même les paquets qui sont déjà entamés. On s'assure que tout est bien fait. Donc ne vous inquiétez pas, tout est vendu. Si vous procédez à la vente, Baruch Hashem, tout est vendu, vous n'avez pas de crainte, vous pouvez les manger après Pessah. Bon. Non, pas vous. J'ai une question à poser. Souvent dans la communauté, il y a des gens, de certaines communautés, en l'occurrence par exemple marocaines, qui ont l'habitude, eux, de ne pas garder quoi que ce soit de Hametz. Et c'est tellement chamour chez eux que même si entamé, pas entamé, ils vont jeter ou ils vont donner. Mais maintenant, comment nous on peut expliquer véritablement que chez nous on peut garder, on va dire, des paquets qui sont fermés parce que eux, ils invoquent le fait de dire que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'il ne faut pas avoir de perte. Par exemple pour un magasin, mais pas pour un particulier. Écoutez, je comprends très bien l'argument, mais il n'en reste pas moins que tous les Gdolim dans le monde, en Eretz Israël, à Yerushalayim, à Bnei Brak, dans le monde entier, tout le monde, Rav Moshe Feinstein, les grands poskim procèdent à la vente. Donc on ne peut pas contester la vente, elle est faite par tout le monde. Donc celui qui a le minag de ne pas la faire, il peut garder son habitude, mais voilà. On va passer maintenant au halachot shel seder. On va passer au halachot shel seder. C'est important d'écouter quelques mots là sur le seder. C'est important, à mon avis, c'est important. C'est 2 minutes, quelques minutes sur le seder. Je vous ai dit tout à l'heure que la mitzvah, oui, la mitzvah de Horaïta, c'est de manger un kazaï de matzah. Alors qu'est-ce que ça représente? Mesdames, c'est important. Il y a des fois, il y a des vieilles dames autour de la table qui ont du mal à manger. Donc il faut savoir quelles sont les quantités minimales de matzah, de vin à manger et de maror. Alors, je vous donne les chiffres. Bon, c'est enregistré. Les chiffres sont les suivants. Un kazaïd de matzah représente
15 grammes. Ce que je dis, c'est approximatif, mais je prends la limite supérieure. Hein. Donc, le kazaï de matzah, c'est 15 grammes. Contrairement à ce que vous voyez dans beaucoup de fascicules, où c'est marqué 30, c'est 15, c'est pas 30. Pourquoi c'est 15, c'est pas 30 ? Parce que les 27 qui sont marqués dans les fascicules, ce n'est pas un poids, c'est un volume. C'est un volume. 27, c'est 27 cm3. Or, 27 cm3 de matzah, on a pesé, ça pèse 15 grammes. Ça part en cm3, donc c'est 15 grammes. 15 grammes, ça veut dire à peu près un quart de matzah et même un peu moins. Mais pesez-le avant, hein, parce que quand même on est dans des mitzvot de la Torah, donc il faut être sûr. Donc vous les pesez avant. Dans une matzah, il y a au moins 4 kazaïs. On a pesé une matzah, ça veut dire 75, 80 grammes. Donc il y a pratiquement entre 4 et 5. Il y a combien de... Dans un paquet de matzah de kilos, il y a combien de matzot? Ça, je pense qu'il y en a une bonne dizaine. Une bonne dizaine, donc vous avez largement. Donc pensez bien, mesdames, préparez pour les grands-mères qui ont des dentiers, qui ont du mal à manger, préparez des kazetim qui font 15 grammes pile, au pire, pilez-les, si elles ont du mal à le manger, mais il faut qu'elles mangent leurs 15 grammes de matzah. De toute façon, on a l'habitude, pour les gens qui sont marmirim et qui prennent un peu plus, on a l'habitude, au moment où on mange la matzah, de faire ce que l'on appelle motzi matzah. Un kazaït pour le motzi, un kazaït pour la matzah. Ce qui fait que de toute façon, les fameux 30 grammes qui sont marqués dans les fascicules, on les mange. On mange quand j'ai 15. Par contre, dans le korer, au lieu de manger une demi-matzah, c'est énorme. Et dans la ficomane, de manger des fois 2 demi-matzah et matzah entière, parce qu'on a l'habitude de manger 2, c'est énorme. Sachez que pour tous les autres, on mange 15 grammes de matzah et on est quitte. Donc ça fait à chaque fois un quart. La première fois, c'est 2 quarts, ça fait une demi-matzah. Et les autres, korer, le sandwich, et puis à la fin, c'est juste un quart de matzah qui font les quarts. Si on mange moins, si quelqu'un mange moins que le shiur, il mange moins que le shiur, eh bien, la Torah dit Ba'erev tochlu matzot. Vous allez manger de la matzah. Manger, la définition de manger dans la Torah, c'est manger. Dans le dîner, on va manger plein, quoi. Dans le dîner, on va manger une matzah entière. Oui, mais il y a une manière de manger les shem mitzvah, pour la mitzvah. La mitzvah, vous devez manger un kazaït. Comprenez bien, comprenez. On a un commandement divin, pas de se régaler le soir. On a un commandement divin de manger une matzah, une certaine quantité de matzah. Après, vous mangez ce que vous voulez, vous régalez avec ce que vous voulez, mais il faut faire... Vous avez une loi. La loi, il faut la faire de manière carrée. Vous voyez, le carré, c'est manger le kazaït de matzah. Et après, vous mangez ce que vous voulez. Pour les verres de vin. Le verre de vin, la quantité, c'est 86 millilitres, 8,6 centilitres ou 86 grammes. C'est un peu moins d'un verre de thé. C'est pas énorme. Donc tâchez, messieurs, mesdames, d'avoir des verres de thé chez vous. Pourquoi ? Parce qu'a priori, c'est bien, il est recommandé, hein, c'est de finir le verre. Or, si vous avez des grands verres, c'est difficile de le finir. Donc vous prenez à chaque fois 86, donc un petit verre de thé pour tous les membres de la famille, les enfants aussi, et qui tâchent de boire donc leurs 4 verres de vin. C'est difficile de 4 verres de vin. Pour vous, messieurs, vous allez prendre du bon vin. Les enfants, on peut leur donner du jus de raisin. On peut donner du jus de raisin, oui. On peut donner du jus de raisin. A priori, c'est mieux de prendre du vin que du jus de raisin. Bon, si vous ne tenez pas, prenez du jus de raisin. Mais a priori, je vais vous dire, il faut prendre du vin rouge, non cuit, pas sucré, sans bulle. C'est ce qu'on appelle les khatrilas, c'est pas mevouchal. Ceux qui ont des problèmes à cause des invités, c'est une autre question. Je parle le din du Shulchan Aruch. Le vin non cuit est bien meilleur que le vin cuit. Oui. C'est évident. Donc, tâchez d'avoir une bonne bouteille, achetez une bonne bouteille, faites un investissement. Hein, puisqu'on paye des matzot à 32 € le paquet, on peut se payer une bonne bouteille de vin. C'est important d'avoir une bonne bouteille de vin, c'est parti d'Aïdour Mitzvah. Une bonne bouteille de vin. Et chacun doit prendre ses 4 verres. On s'accoude aussi, comme vous le savez. Et donc, mesdames, sachez que vous êtes chayavot aussi. Hein. Les femmes sont chayavot des 4 verres. Oui. Alors, c'est sûr, c'est la première solution qui est la meilleure. Il est clair que si vous prenez du vin, vous ne tenez pas le céder, alors il ne faut pas prendre du vin, il faut prendre du jus de raisin. Bon, Hachem, qu'on a du jus de raisin. Mais pour ceux qui tiennent,
Il y a un mot de... Le vin avec de l'eau pour nous. Il est préférable de prendre du jus de raisin pur ou prendre du vin avec un peu d'eau, enfin coupé pour faire... non, il ne faut pas couper le vin avec beaucoup d'eau. Il vaut mieux prendre... J'ai envie de vous dire une solution intermédiaire. Vous prenez du vin et vous coupez avec du jus de raisin. Plutôt qu'avec de l'eau. Parce que l'eau peut casser la qualité du vin. Quand vous mettez trop d'eau, c'est plus du vin. Si on met un petit peu d'eau, c'est bon. Un petit peu d'eau seulement. Un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau dessus. Tout petit peu, oui. Un petit peu on peut, mais pas couper complètement. Que les personnes pour les femmes, c'est mieux quoi? C'est mieux du jus de raisin ou du mévoucha? Le mévoucha, c'est mieux que le jus de raisin. Ouais. Le mévoucha, c'est mieux. C'est mieux que le... Parce que la notion d'alcool est importante, c'est pour la simra. Il y a un mot. Il y a un mot de Rav Moshe Feinstein. Il y a un mot de Rav Moshe Feinstein qui dit comme ça. Il dit celui qui prend du jus de raisin, l'idée Arba Kosot Yatsa, il est quitte des 4 verres. L'idée Cherut Lo Yatsa, mais il n'est pas quitte de la mitzvah de se sentir en liberté. Parce que franchement, sentir en liberté, que ce soit un verre de jus d'orange ou de pomme ou de raisin, c'est la même chose. Vous êtes d'accord? Le vin, la qualité du vin, c'est quand il y a un petit peu d'alcool, que c'est ça qui donne de la simra. Ben oui, c'est un petit peu, d'être sentir dans la joie. Voilà donc pour les 4 verres de vin. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Pour les médicaments, pour moi, c'est important. Voilà. Alors, je reprendrai tout à l'heure les shiurim, que ce soit clair pour tout le monde. Monsieur me demande, que fait-on pour les médicaments? Alors écoutez bien. Ça, c'est une chez-là qui demande beaucoup d'attention. La première chose, si vous avez des médicaments, c'est chercher dans les listes. Il y a des listes du consistoire, il y a des listes d'autres rabbanim. Si vous avez l'équivalent de ces médicaments en cachère les Pessar, ça existe. Première chose. Demande. Il n'y a pas d'insuline seule pour diabète, il n'y a pas. Une seconde. Vous entendez? Une seconde. Première chose, vous regardez. Maintenant, je pense que notre ami David, il manie Internet avec beaucoup de brio. Il va vous chercher sur Internet l'équivalent de vos médicaments, s'il en trouve. Si vous ne trouvez pas l'équivalent en cachère, alors sachez une chose, c'est que si vous avez des comprimés à avaler, très souvent ce sont des comprimés, des gélules, etc., il y a une solution. Si quelqu'un a un Kleenex, un Kleenex. La solution est la suivante. C'est que vous prenez votre gélule, vous prenez une fine couche de papier. Voilà. Alors regardez mesdames. Regardez, c'est la bonne qualité, il y a 3 couches, 4 couches. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Vous séparez tout ça. Et ça va vous donner une très 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 mince couche de papier. Très très mince. Personne n'a un aspirine, hein? Vous n'avez pas d'aspirine, on va vous faire un aspirine, un papier quelconque, une gélule quelconque. Allez, voilà. Ça va pas, j'ai une tonne. Voilà, Doliprane. Deuxième solution. Première solution, c'est chercher dans les listes. Deuxième solution, vous mettez une fine couche de papier. Voilà, Khazak. Une fine couche de papier autour du médicament. Vous mettez ça au fond de la gorge, vous avez là un verre d'eau et vous l'avalez. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? C'est que la Torah considère que s'il y a un écran entre le gosier et ce que vous avalez, même s'il y a un chashash chamet, même s'il y a une crainte qu'il y ait du chamet, la Torah considère que ça ne s'appelle pas manger. Si vous le mettez à l'intérieur d'une feuille de laitue, ça s'appelle manger, parce que ce soit un aliment peut être entouré par un autre aliment. Mais si vous l'entourez par quelque chose qui n'est pas comestible, alors c'est pas considéré comme manger. En Eretz Israël, dans les pharmacies, dans les grands, on trouve des petites gélules en carton, vides, et les personnes, ils prennent leur cachet, ils les mettent dedans, ils avalent la gélule en carton. Ça veut au fait un sec. Ça, c'est quand c'est possible. Compris? Donc, messieurs, je répète. Première solution, c'est de trouver dans les listes du cachet à l'épaisseur. Deuxième solution, c'est entourer avec du papier. Il y a une troisième solution, parce qu'il y a des fois des femmes il y en a une tout à l'heure, elle m'a dit, j'ai essayé, rien que l'idée que je vais avaler ça, j'ai l'impression que ça va m'étouffer. Bon.
Alors je lui ai dit c'est dans ta tête, je lui ai dit, bon, elle m'a dit c'est dans ma tête mais j'y arrive pas. Il y en a qui arrivent, hein, je vous rassure, moi ça me dérange pas d'avaler du papier, c'est très bon pour le transit intestinal, donc il n'y a aucun problème. Bon, alors, là, maintenant, si les deux premières solutions ne sont pas possibles, sachez que les comprimés comme cela, on peut les manger comme ça, tels que... Attends, doucement. Ceux-là, on peut les manger. Pourquoi Ils disent, non, il n'y a pas de problème. Les rabbinim sont au courant de tout sur ça. On a fait des études profondes de médecine, ne vous inquiétez pas. Alors là, celui-là, on peut l'avaler. Pourquoi? Parce que même s'il y a un chachash rames dedans, il est tellement transformé, il a tellement été dilué dans toutes sortes de produits chimiques, etc. On dit que Nevatsurato, sa forme de Hametz est complètement perdue. Et donc cette chose-là, d'ailleurs si vous la mâchez, vous croquez dedans, c'est très mauvais, c'est un très mauvais goût. Pour un malade, on permet de le prendre. Première solution, cacha les pessards. Deuxième solution, avec du papier. Troisième solution, comme ça. Bon, maintenant, ça on parle bien sûr, on parle d'une personne qui est malade, bien sûr. On lui donne cette permission-là. Bon. Ok, c'est compris. Par contre, si vous avez des médicaments qui sont du type sirop sucré et qu'on sait qu'il y a du Hametz dedans, ça il ne faut pas les prendre. Si ça a un bon goût, il ne faut pas le prendre. De toute façon, c'est jamais un sirop qui guérit. Guérit, c'est quelque chose qui calme un petit peu les douleurs. Voilà. Voilà la solution pour les médicaments. Maintenant, si Chas Shalom, il y a des maladies plus graves, on est obligé de prendre du Hametz et tout, ça peut arriver. Bon, s'il y a un sakana, s'il y a un danger, la Torah permet tout, vous savez très bien, hein, s'il y a un danger, on ne parle pas de ça. Certains mettent une espèce de tissu là pour éventuellement, s'il y avait un petit peu de Hametz, il serait tamisé. Certains ne le mettent pas. Aussi, ça fait partie des chumot. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Maintenant, il est clair que si vous avez un évier qui est complètement cachère, chez nous, on a un évier qui n'a servi on l'a acheté neuf, il sert que pour Pessah. Bon, il n'y a aucun problème, vous voyez. Bon, il n'y a pas de problème. Si vous avez cachérisé votre évier, comme il faut le cachériser, bien sûr. Hein. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on cachérise notre évier, qui est en inox, hein, on le cachérise et tout de la manière... Comme il faut. Bonne manière, comme il le faut. Pourquoi est-ce qu'on met quand même une bassine? Oui. Parce que c'est un peu comme un peu, on nettoie son frigo et on met encore de l'aluminium. C'est des chumrot. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est des chumrot. C'est des chumrot. J'ai envie de vous dire, j'aurais dû faire en introduction. On dit comme ça. À Pessah, il n'y a pas de chumra bête. C'est comme ça. C'est la fête des Hidourim. C'est la fête où on veut. On raconte des histoires des vieux chassidim. Il y avait un chassid qui avait mis son blé dans des grands sacs. Et il suspendait le sac, un sac dans un autre sac, et le suspendait au plafond, avec une corde. Et une fois, il y a une autre personne qui a pris un couteau, qui a coupé la corde. Alors la corde était attachée au sac, le sac était dans un autre sac, et dans un autre sac, et dedans il y avait laine. Il a dit, puisque tu as coupé la corde avec un couteau à froid, qui était Hametz à froid, hein, donc la farine qui était dans le sac, c'était du Hametz. Vous comprenez, on est à des millions de kilomètres du Hametz. Donc ça veut dire que Pessah, beaucoup de gens ont l'habitude de faire toutes sortes de chumrot, donc mais il n'y a pas de problème. D'après le dit, il n'y a pas de problème. Bon, je reviens au four donc. Je reviens à la question sur le four. Qui n'est pas pyrolyse. Voilà. Non. Plus on a des fours qui sont peu performants, comme les catalyses, etc., et plus la cachérisation est difficile et délicate. Dans des fours qui ne sont pas pyrolyses, il faudrait vraiment passer le four, après l'avoir nettoyé profondément, bien comme il faut, le passer au chalumeau. Donc le travail de passer au chalumeau un four, dans lequel, bien sûr, on a fait des chalotes, je parle d'un vrai four Hametz, ça demande un gros travail. Je vous vois mal, mesdames, prendre un chalumeau comme ça et faire les fours. Il y a la plaque de verre aussi. Il y a la plaque de verre aussi. Voilà. Et vous avez, à part donc qu'il faille passer le chalumeau sur l'ensemble du four, la catalyse, en plus, il y a le problème que chez Chabad on a, c'est que le verre n'est pas cachérisable. Bon, pour ceux qui font comme le Beth Yosef, on peut se contenter du chalumeau et la vitre, bon, une fois qu'elle est bien chauffée, ça suffit. Mais pour les Chabad, on ne cachérise pas le verre. C'est le problème des vitraux céramiques et tout ça. Vous ne m'avez pas posé les questions modernes, c'est les vitraux céramiques. Si vous avez une vitro céramique Hametz, c'est un problème, on ne la cachérise pas. Donc il faut trouver une autre solution.
Chez Chabad, je parle, oui. Chez Chabad, le verre ne se cachérise pas. Servir de la vitrocéramique de l'année pendant Pessah. Voilà. Même si on l'a fait chauffer pendant 2 heures avant. Voilà, parce que le verre, d'après le Rama, le verre ne se cachérise pas. Même si le verre, c'est la séparation entre ce qui chauffe et la casserole. Ouais. Parce que le verre lui-même a contenu du Hametz. Bon. Et le micro-ondes Le four à micro-ondes, vu qu'il n'est pas comme le four, vous avez dit, il n'a pas cuisiné, il a juste, admettons, réchauffé, est-ce qu'il est cachérisable plus facilement que le four ou pas? Écoutez, le four à micro-ondes, la méthode de cachérisation du micro-ondes, je comprends, mais même malgré le fait que vous réchauffez, il y a souvent des vapeurs et tout. Écoutez, la méthode de cachérisation qui est préconisée dans les livres, c'est de mettre un bol et de faire évaporer. Pour Pessah, pour moi, c'est très très problématique. Hein. Le plus simple, si on veut faire bien, c'est de... Et surtout, ça ne coûte pas si cher que ça. Vous prenez... Voilà. Donc c'est mieux d'en acheter un pour Pessah, de ne pas cachériser pour Pessah, hein, pour un micro-ondes. Voilà. D'autres questions? Est-ce que je peux acheter du poisson avant Pessah, pour Pessah? Aller chez le poissonnier, il va me le couper en filets avec son couteau et sa plaque et m'en servir pour Pessah. Ouais, voilà, encore ce sont des questions où on est à 10 km du din. Vous voyez, ça c'est des khumrot, beaucoup de travail dans l'habitude de demander aux poissonniers d'enlever la peau du poisson. Ils amènent leur couteau qu'ils ont eux-mêmes nettoyé, caché à des pessards, et sous leur surveillance rabbinique, ils surveillent donc la... Voilà, personnel. C'est bien, c'est une khumra. Maintenant, vous demandez le din, si vous voyez le poissonnier faire défiler devant vous avec son couteau, vous prenez le poisson, vous le passez à l'eau, vous le rincez et c'est tout. C'est cachère. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de plus Hametz à Pessah qu'avant pour le poisson? Je ne comprends pas. Parce que le poissonnier, il coupe le poisson. Non, c'est pas d'avant d'apprendre. Il parle de le fait. Son couteau, il a toujours utilisé qu'à Pessah. Pour du poisson. Il n'a pas été coupé du beurre avec. Allez savoir. À Pessah, on fait attention à tout. Allez savoir. Qui vous dit qu'une fois il n'a pas... Qui vous dit? Donc on a peur. Alors, il y a un problème. Alors, même si au cas il aurait coupé du Hametz, d'abord, il est en train de couper le poisson à froid. Quand on coupe quelque chose à froid, et puis avant, il a coupé beaucoup d'autres poissons devant vous. Donc, il est clair que le poisson, il est propre de Hametz, même s'il est sale de poisson. Donc, c'est sûr que d'après le din, il n'y a aucun problème. Même pendant Pessah? Même pendant Pessah. D'accord. En plus, vous le passez à l'eau, vous nettoyez, c'est fini. On ne voit pas de Hametz devant soi. Vous savez, ce khachach-là, quand vous mangez vos matzot, il y a peut-être du Hametz qui est tombé dessus. Vous mangez de la salade, il y a peut-être du Hametz. Dans la salade, on la passe à l'eau. Chaque aliment, on le passe à l'eau. Voilà, d'autres questions? Oui, pourquoi on se souhaite à Pessah Kacher Vesamear? On ne dit pas sous code Kacher Vesamear. Tellement compliqué d'être Kacher à... Qui est Hametz, qui par hasard est tombé sur mon évier en inox pendant Pessah. C'est pas un problème? D'accord. J'avais une question. Attendez. Il y en a qui disent selon les coutumes que en globalité, que ce soit les détergents, les shampoings, tout ce qu'on ne met pas dans la bouche, si ça ne peut pas être mangé par un animal, c'est permis. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Est-ce qu'on peut se en gros, c'est vrai. En gros, c'est vrai. Si vous en trouvez du cachère des Pessah en Israël, on trouve tout cas, c'est beaucoup mieux. En gros, c'est vrai. Oui. Oui. En gros, c'est vrai. Oui. Tout ce qui n'est pas consommable. Oui. Si on a acheté des casseroles, mais qu'on les a trempées pendant que c'est pas Pessah, et que ces casseroles, on les a lavées, mais on les a pas utilisées, est-ce qu'on peut utiliser pour Pessah? Laver quoi? À froid, sous le robinet, que ça veut dire laver? Oui. Au pire, si vous n'avez pas fait extrêmement attention, vous les re-rincez une deuxième fois et vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Non, il ne faut pas vous angoisser que parce que vous l'aurez posé sur une table, ça y est. Non, vous la rincez, c'est bon, c'est caché à la Pessah. Un paquet que j'aurais ouvert de matzah, Pessah dernier, et le paquet de matzah il est resté entier. Est-ce que j'ai le droit de le reprendre cette année? Oui. Pourquoi on me dit non, les rabbinim ne permettent pas d'utiliser le matzah ça n'existe pas ça? Ah d'accord, merci beaucoup. Comment? Ça veut dire que, par exemple, les miettes qu'on retrouverait dans la Haggadah de l'année dernière sont pas Hametz, les miettes de matzah? Sauf si elles ont pris de l'eau entre-temps. Mais si vous avez rangé vos... Non, elles ne sont pas Hametz. Non, elles ne sont pas Hametz. Je peux ajouter, madame, que... Bon, il y a beaucoup de matzot de l'année dernière qui ont été vendus l'année suivante. Non, il n'y a pas de problème.
Autre question? On clôt le débat? Mesdames, oui, allez-y. J'ai toujours entendu que chez Chabad, en tout cas, on n'avait pas l'habitude de cacheriser ni la vaisselle ni le four. Est-ce que c'est confirmé? C'est juste, c'est juste. Est-ce que c'est une habitude Chabad? C'est pour pas dire que c'est une habitude Chabad que, on va dire, des Rébéim. C'est sûr que non. Un Minhag Chabad, c'est quelque chose qui a été instauré par les Rébéim. Il n'y a pas une lettre des Rébéim qui dit qu'on ne cachérise pas. Mais, dans la mesure où chez Chabad, on est très mahmir à Pessah, il est recommandé d'éviter ces problèmes de cachérisation qui sont compliqués, qui demandent beaucoup d'efforts, et d'acheter du neuf. Surtout que de nos jours, avec le jetable, c'est tellement pratique le jetable, on jette tout, hein, mesdames, vous êtes d'accord, hein, on plie la nappe et tout va à la poubelle. Mais il est clair qu'une personne qui, pour une raison quelconque, rabat ou pas, aussi marmire soit-il, si la seule solution c'est de manger, c'est de cachériser, il cachérise. Hein, on ne peut pas l'interdire de cachériser, c'est sur son halachot. Donc je ne peux pas vous dire que chez Chabad, on ne peut pas. Je vais vous raconter à ce sujet une histoire qui est arrivée à l'époque du Minchat Yitzhak, un des grands poskim de la génération passée. Il a fait une responsa, une shoot, chez le Teshuvot, où il expliquait comment est-ce qu'on cachérise des fours. Bon, finalement, il conclut que on peut cachériser comme je vous ai expliqué, et il finit comme une expression qu'on voit très souvent dans les responsables de nos chachamim, ve'a mahmir tavo alav bracha. Celui qui est mahmir, il aura des brachot. Voilà. Donc, comme me dit madame, chez nous, on veut... j'ai ma cocotte minute que j'ai achetée le mois dernier, j'ai fait une fois des pâtes, je ne vais pas la cachériser, donc je vais acheter une nouvelle cocotte minute. Alors il y a des avrihim, des gens qui étaient au Kollel, à Yerushalayim, qui avaient une paye modique et même modique c'est encore un grand mot, et qui ont fait une lettre au Minchat Yitzhak, et ils ont dit merci de nous avoir répondu, de nous avoir donné des solutions pour... Et vous avez fini votre psak, votre verdict, que celui qui est mahmir, il aura la bracha. Et on dit, Rabbi, on voudrait bien avoir la bracha, mais on n'a pas d'argent pour acheter un deuxième four, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a répondu, cachérisez votre four. Qu'est-ce que je veux dire? Il a dit, c'est gentil, vous nous dites un mahmir, nous aussi on est mahmir, mais on n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas mendier pour acheter un deuxième four. Ils ont dit, pas de problème, vous aurez la bracha et cachérisez votre four. Il faut pas... il faut être un peu fou, mais pas trop, à Pessah. Vous voyez? Pas trop. Le jetable, on peut prendre... Oui, aux dernières nouvelles. C'est-à-dire que l'aluminium, les barquettes... Oui, le jetable, pas cartonné, c'est bon. Pour l'instant, on n'a rien entendu. C'est en plastique... Voilà, les plastiques classiques. Oui, c'est... Tupperware aussi et tout. Ouais. Par rapport à la cachérisation, on m'a dit qu'il fallait avoir une bouilloire cachère des Pessah. Ou pas cachère que vous cachérisez. Vous la remplissez, vous faites... vous mettez de l'eau, vous faites bouillir, quand ça déborde, c'est cachère. C'est comme les koum-koum, on dit comment est-ce qu'on cachère un koum-koum? Vous mettez de l'eau, vous faites déborder. Comment est-ce qu'on cachérise une casserole de manière générale? Je vous donne une généralité. Comment on cache une casserole, une grosse casserole? Quand on ne peut pas la mettre dans une casserole encore plus grande. Eh bien, on la remplit à bord, on laisse bouillir, on fait chauffer une pierre. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Eben Melouban. On prend une pierre, on la fait chauffer. Vous pouvez prendre autre chose, une cuillère en fer, vous la faites chauffer sur votre gaz, vous l'attrapez avec une serviette et vous la jetez dans la marmite ou la bouilloire en train de bouillir. Ça va faire déborder, c'est cachère. Ça vous prend 3 minutes, hein. Ça prend rien du tout. Hein. Une casserole qui ne serait pas cachère les Pessah, on fait ça serait cachère les Pessah. Absolument. C'est sûr. Bien propre, impeccable. Vous faites bouillir, vous prenez une pierre, vous la brûlez, vous la mettez dedans, ça déborde, c'est cachère les Pessah. Oui. Une pierre qu'on trouve dans la rue? Dans la rue, n'importe laquelle. Et si vous ne trouvez pas une pierre, vous prenez une cuillère ou un couteau en fer, vous le mettez sur votre feu, quand il est bouillant, avec une serviette, vous le jetez dedans. Vous allez voir, ça déborde. C'est comme ça qu'on cachérise les casseroles. Les chalotes qu'on a posées sur les couvercles de marmite pendant toute l'année chauffées, il est nécessaire de les nettoyer différemment. Vous nettoyez bien, c'est tout. Je pense au koum-koum particulièrement, puisque... Vous nettoyez bien, c'est tout. Si vous n'avez pas de ramès, c'est bon. On n'a pas besoin de faire d'agala dessus. Non, vous l'utilisez.
Oui, oui. Ah, si vous utilisez à Pessar, c'est sûr qu'il faut faire Gala. C'est quoi la question? C'est pour ça que je vous demande. Ah, mais c'est évident. Sur lequel on a posé des ralotes. C'est sûr que le couvercle, il faut le mettre dans l'intérieur d'un kéli qui bouillonne. Ah, c'est sûr, ça vaut le cas de Parce choses. que même si le rames ne se voit pas, puisqu'il n'y a rien eu de cuit dedans. Mais c'est évident, dès qu'on l'utilise à chaud, il y a du ramet qui est rentré dans les parois et qui va ressortir. Donc c'est à sourd, ça c'est sûr. De faire vraiment la gala. Ah, la vraie agala, bien sûr. Ou d'acheter un autre. C'est bon, mesdames. N'oubliez pas dans tout ça, attendez, juste pour finir, mesdames, n'oubliez pas que Pessar, ça doit se faire dans la joie et la bonne humeur. Hein? Hein, rentrez chez vous et il ne faut pas que l'épuisement vous enlève l'essentiel de la fête. Ça doit être dans la joie et la bonne humeur. Hein? Ça, c'est très important. Hein? Dans la simcha.